Pascal, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de l'interview du vendredi, de nous accueillir chez vous. Archéopique ou bizarrement il fait beau, excusez. Oui, ça nous étonne à chaque fois quand il fait beau Archéopique. Je commence toujours l'interview du vendredi par la question un peu bête, méchante, intelligente. Qui est Pascal Lachaise? C'est une très bonne question. Je suis un artiste, premièrement. Peintre, écrivain maintenant. Je suis graveur, un petit peu sculpteur, un peu photographe. Donc un peu beaucoup de choses. Ça, c'est ce que je fais. Et puis, je dirais personnellement, je suis une personne assez discrète, qui vit dans sa caverne et qui ressort de temps en temps quand j'ai un événement ou quand je produis quelque chose d'artistique. Et un bon vivant, c'est que j'ai pu voir, peut-être qu'il est un peu caverne, mais un bon vivant. Quand je sors, je suis un bon vivant. Qu'est-ce qui vous a amené à tout ça, à faire de l'art? Là, je pourrais dire que c'est du grand art, qu'on a fait de la sculpture, de la peinture, de la photo. Bon, je crois la curiosité, vraiment, parce que je suis quelqu'un de très curieux par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux techniques, par rapport à tout ça. Mais je crois qu'on ne décide pas d'être artiste, on est comme ça ou on n'est pas comme ça. La question ne s'est jamais posée pour moi. J'ai deux frères qui ont été dans les affaires. Moi, c'était clair que ça n'allait pas être ma voie. Je crois qu'on ne décide pas. On est, et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'ont encouragé dans cette direction-là. Parce que parfois, on trouve aussi des parents qui disent bon, on va faire un travail autre et qui tuent cette aspiration artistique. Enfin, tue. En tout cas, la diminue. Oui. Voilà. Chez moi, j'ai eu des parents et pourtant, ma maman était comptable, mon papa était banquier. Donc, rien d'artistique dans cette direction-là, mais ils ont toujours été très, très encourageants. Ça a commencé quand, la peinture? La peinture commence en 1985. C'est là que je découvre la peinture à l'huile. Avant, je ne connaissais pas... Enfin, je connaissais les tableaux de maître, mais j'avais jamais pensé que je pouvais faire moi-même. Et c'est la rencontre avec un ami de mes parents qui s'appelait Franz Taube, qui était un chercheur dans les plantes endémiques à Maurice, etc., et qui lui faisait de la peinture, qui m'a emmené peindre avec son groupe de peinture où il y avait Roger Charroux, Yves David, Serge Constantin. Donc j'ai eu un départ quand même... Avec du beau monde, on va dire Serge Constantin, Roger Charroux, qui sont des pointures mauriciens. Qu'est-ce qu'ils amènent quand vous êtes un jeune, vous êtes devant ces maîtres qu'on considère, ces personnes qu'on considère comme des maîtres de la peinture à Maurice? La chose qu'ils emmènent le plus, c'est la générosité. Je crois que pour une personne qui a 18 ans, 15, 17 ans, avoir des personnes comme Roger Charroux, Yves David ou Constantin qui vous prennent sous leurs ailes et qui vous donnent des conseils et qui sont gentils avec vous, qui vous expliquent des choses, c'est le rêve. Et je crois que c'est quelque chose d'une importance incroyable d'avoir eu ces personnes-là sur mon parcours à un moment donné pour me donner le goût de la peinture, le goût de l'art. Et je crois que c'est ça surtout qu'ils ont amené, c'est cette générosité. Et lequel vous a le plus influencé? À l'époque, c'était Roger Charroux. Serge Constantin, c'est en mûrissant que j'ai commencé à aimer sa peinture. Au départ, j'avais un goût beaucoup plus classique. Et donc c'était beaucoup plus Charroux qui était mon idole. Donc j'admirais ses peintures, j'admire toujours d'ailleurs. Et en parenthèse, j'admire encore plus Roger Charroux, si c'est possible d'admirer encore plus. Maintenant qu'il a changé de style et que je trouve une personne qui à un moment donné de son parcours, où il est vraiment établi dans un style de peinture, décide de changer complètement, je trouve ça extraordinaire, ce courage. Je suis ici dans votre bureau. Oui. Je vois deux styles de peinture. Je vois beaucoup de navires, on va parler de navires tout à l'heure.
beaucoup de paysages, de maisons, des huttes. Est-ce que ce sont des huttes réelles ou nées de votre imagination? Bon, premièrement, ce ne sont pas mes tableaux. Que vous Ah, voyez. d'accord. Ce sont des tableaux d'un peintre français qui s'appelait Maurice Ménardeau, qui a vécu à Maurice dans les années 30 à 70, qui est une personne que j'ai extrêmement admirée. Et j'ai recherché sur Internet des tableaux qui étaient à vendre depuis des années. Et donc j'ai acheté des tableaux. Et les tableaux que vous voyez avec des huttes ont été peints en 1939. Donc c'est des huttes réelles. Voilà, c'était Maurice de l'époque. Et ce peintre, il est mort à Maurice en 77 et il est enterré ici, au cimetière de Bigara. Et c'est un peintre français exceptionnel qui a vécu ici que peu de personnes connaissent. Donc il faudra ajouter collectionneur de tableaux aussi, parce que aussi. C'est un genre d'asset. Voilà. Voilà. Et collectionneur aussi de livres de Paul et Virginie. De quel Paul ou Virginie? Le Saint-Pierre, c'est-à-dire toutes les versions ou Paul et Virginie seulement. Mais vous savez, il y a eu tellement de versions de Paul et Virginie, et moi je collectionne des Paul et Virginie. Il y a des personnes qui collectionnent des thèmes. Moi je suis polyvirginiste. Et dans tout ça, est-ce que il y a une vraie version, parce que c'est une histoire qui tourne autour d'une fois de Saint-Jérôme, le monophage qui est dans l'actualité. La première version est écrite dans un ouvrage qui s'appelle Histoire de la nature, Études de la nature, et c'est mis comme un petit encart par les Virginie. C'est même pas un livre encore. Et ça a tellement de succès que c'est republié. Donc j'ai l'édition originale de 1788, et puis j'ai la première édition de 1789, qui est l'année de la Révolution française. Donc je peux comprendre pourquoi vous êtes venu à l'écriture. Vous savez, Paul et Virginie, peut-être, c'est un peu romantique et mièvre. Le film, vous avez vu? Le film que tous les Mauriciens ont regardé quand vous étiez vous et moi jeunes, est-ce que quelques années quand vous dites c'est pas pareil, c'est pas l'histoire, on a brodé un peu à droite à gauche. On est obligé de broder, vous savez. Mais allons dire ce qui est extraordinaire avec Paul et Virginie, c'est que comparativement à beaucoup d'auteurs, lui il est vraiment venu ici. Bernardin, il est venu à Maurice. Donc c'est pas une histoire écrite comme souvent les gens faisaient sur des... Vous savez, j'ai vu des histoires, par exemple, des personnes qui cueillaient des ananas dans les arbres. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est des personnes qui avaient écrit des histoires à l'époque, romantiques, mais qui n'avaient jamais mis les pieds dans une île tropicale. Est-ce que vous avez essayé de voir qui c'était Paul, qui c'était Virginie? Vous avez fait une petite enquête à la John Berwick? À la John Berwick? Non, pas vraiment. Disons que Paul et Virginie est visiblement une personne, parce que quand il est là, Bernardin, le naufrage du Saint-Géran vient d'avoir lieu. Donc il y a un livre qui s'appelle, qui est Voyage à l'île de France, où il fait le tour de l'île. Et il arrive dans les environs de Poudre d'Or, et là il rencontre les gens qui lui racontent l'histoire du Saint-Géran. C'est des gens qui ont été là quand le Saint-Géran a coulé. Et je pense que c'est à partir de là qu'il y a une fille réelle qui avait coulé dans le Saint-Géran, et à partir de là, je pense qu'il commence à créer l'histoire de Paul. Donc c'est ni mythe ni légende. Ah, c'est à moitié. Paul, je ne sais pas d'où il vient, je vous dis franchement, mais Virginie, je pense qu'elle a existé. Donc vous avez des talents d'écrivain, vous avez sorti petites histoires qui font rire, peut-être rire, ou pourrez vachement plomber l'ambiance. Oui, ça c'était en 2018. C'était un véritable lancement, parce que on va voir les images où vous lancez. D'où vient ce côté humoristique là? Ça vient de Yvan? Je pense. Papa était une personne avec un sens de l'humour assez avancé, et je pense que ça vient de là, j'ai bercé dedans. Donc, mais vous savez, je crois que ça ne s'apprend pas, le sens de l'humour, soit vous l'avez pas. Comment ça s'entretient? Ça ne s'entretient pas, c'est là. C'est quoi, vous êtes un jovial, vous êtes un vanneur, ou ça sort comme ça? Jovial, ça je pense que c'est le cas. Mais vous savez, l'humour, il y a plusieurs styles d'humour. Il y a de l'humour grinçant, il y a de l'humour qui fait mal aux autres, chose que je ne suis pas.
Moi, je suis une personne avec un sens de l'humour qui me vient très naturellement, mais je pense que jeune, c'était aussi une bonne carapace, l'humour. Quand vous êtes un enfant, un adolescent obèse de surpoids, l'humour est une arme redoutable. Et je pense que c'est ça qui a fait que... C'est une norme pour une personne qui est obèse, comme vous et moi, on l'accepte, Oui. mais est-ce que l'humour, c'est façon qu'on ne voit pas, qu'on ne parle pas de nous, ou bien on parle de nous d'une autre façon? Je ne crois pas qu'on parle de nous, mais je pense que ça repousse les personnes qui auraient des idées de nous chicaner, en tout cas à cette époque-là. Aujourd'hui, plus personne ne me chicane à mon âge, mais enfant, c'était important. C'est une barrière. C'est une défense. C'est une défense. Voilà, je pense que ça a été quelque chose qui a été, en tout cas, utile à un moment donné. Comment a été l'expérience de vos petites histoires? J'ai été très heureux. Des petites histoires, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien accueilli. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Vous savez, faire un livre, c'est comme se jeter à l'eau, là, hein, mais en pleine mer. Je veux dire, on ne sait pas du tout comment ça va être accueilli. Vous avez toujours des personnes qui aiment, vous avez des personnes qui n'aiment pas, ce qui est normal. Donc il faut se préparer à toutes ces critiques qui sont, je dirais, constructives par moment, vous ne comprenez pas trop. Et puis aussi les gens qui ont aimé, qui à ce moment-là vous font très plaisir. Donc, les deux premiers chapitres de votre premier livre, c'est Le sommeil du sultan et entre Saint-Jean et Saint-Paul. Oui. C'est très mythique. Le sultan, vous connaissez le sultan dans Les Mille et Une Nuits. Voilà. Saint-Jean, Saint-Paul, ça peut être deux villages ou deux églises. Deux saints aussi. Voilà. Mais il faut savoir que la plupart des histoires dans le premier livre, ce sont des rêves. C'est parce que je rêve énormément, je le dis à l'arrière du livre. Et ce sont des histoires que j'ai rêvées. Après ça, vous savez, il suffit de rebroder, remettre ça comme une histoire. Mais je me rappelle, entre Saint-Jean et Saint-Paul, je me suis levé vraiment en riant ce jour-là. Pourquoi? Parce que le livre, il faudrait que vous le lisiez un jour, vous verrez, l'histoire est assez amusante. C'est l'histoire d'une personne qui entre dans un autobus et arrivé devant l'église de Saint-Jean, quelqu'un qui rentre et qui ressemble à Jésus-Christ. À partir de là, c'est tout un quiproquo. Il me semble qu'il y a une personne dans cette région-là qui ressemble un peu à Christ. Est-ce que vous l'avez vu? Non. C'est vrai. Dans le passé, on disait, voilà Jésus qui rentre dans le bus parce qu'il était habillé, oui. Il avait... on pensait que c'était lui quand on était enfant. Ça je savais pas, vous m'apprenez quelque chose là. Donc, on va revenir à votre... question de dire second, deuxième, y a-t-il un troisième? Question, on va répondre à votre deuxième livre. Où est sorti ce nom, Jean-Baptiste? J'ai compris l'histoire de Haricot Pal. Haricot Pal, oui. Haricot Pal, John Berwick. Alors, John Berwick, c'est en premier ma femme qui a trouvé ce nom de Jean Berwick. Voilà, j'y allais venir. Pourquoi j'ai pensé? Alors, Jean Berwick. Alors, dans le livre, on explique bien, Jean Berwick, c'est son prénom, et qui ressemble à Jean Berwick, naturellement. Et il a préféré changer son nom en John, parce qu'il se fait moins chicaner en s'appelant John plutôt que Jean. Alors, donc, et je trouvais qu'en plus de ça, ça faisait un nom très américain, John Berwick. Quelque chose de bien sympa plutôt que Jean. J'ai pas encore lu le livre, alors... Quel est le personnage qui tourne autour un peu de John Berwick? C'est Colombo, c'est Derrick, c'est Navarro. C'est un peu tout. Mais il doit avoir il y a le principal. Oui, allons dire que John Berwick est un personnage, il est un détective pour Titiboun, un détective qui s'occupe des affaires que personne ne veut. Donc, John, lui, il est un personnage qui est d'une grande naïveté. C'est quelqu'un avec une très bonne intuition, mais comme j'avais dit dans certains interviews, il n'est rien sans ses amis, John. C'est-à-dire, c'est lui, avec tous ses amis, qui réussissent l'enquête.
C'est-à-dire, John par lui-même, je ne suis pas sûr qu'il irait jusqu'à la fin de son enquête. Donc il y a le rôle de l'amitié dans John Berry qui est important, parce qu'il a plusieurs amis qui sont avec lui et qui l'aident. Donc je crois que John, il est un peu un mélange de tous ces détectives qu'on a vus à la télé. Donc naturellement, toutes ces influences-là sont là, mais je dirais que Colombo serait la personne la plus proche. Colombo, lui, il était un peu fouineux, il a fouiné, mais quand je regarde, j'écoute votre explication, j'ai l'impression de voir Tom Selleck dans Magnum, avec son ami qui est barman, l'autre qui est pilote d'hélicoptère, Higgins qui est à côté. Sauf que John Berry n'est pas aussi beau que Tom Selleck, donc ça c'est clair. Il n'est pas comme James Bond, c'est pas une personne, comme s'il dirait, où toutes les femmes vont tomber amoureuses. Il a simplement beaucoup d'intuition. Cabri, c'est fini, ça ressemble à Capri, c'est fini, c'est la chanson, vous c'est la chanson. C'est la chanson. Voilà, je me suis dit, voilà un joli titre qui va plaire. Et comme l'histoire tourne autour de l'enlèvement de Cabri, c'était le titre parfait pour ce livre-là. C'est un fait divers, c'est arrivé dans votre localité. Je n'ai pas vu de Cabri, non, il n'y a pas beaucoup de Cabri. Peut-être vous avez pris un journal, vous avez un vol de Cabri quelque part, vous dites, voilà Cabri, on va mettre. C'est arrivé vraiment, non, c'est vraiment dans mon imagination complète, mais il y a eu des vols de Cabri naturellement. Il y a une phrase qui m'a touché, quand Gupta drapé, Gupta paloghi. Alors, est-ce que quand Pascal drapé, Pascal paloghi? Alors, généralement oui. Se dépiler. Coller Saint-Esprit, ça. Voilà. Se dépiler. Contrapé papoulargué. Parfois, ça prend un peu plus de temps que prévu pour sortir un livre ou pour faire quelque chose, mais quand je décide, je fais. Donc vous y allez plein pot, à votre vitesse? Je vais à ma vitesse. Et une chose que j'aime, je n'aime pas annoncer au départ qu'est-ce que je fais. Je préfère quand c'est prêt, comme un livre, quand c'est prêt, on sort. Pas d'effet d'annonce en disant ça va sortir. C'est très comptabilité, ça. C'est l'influence de la comptabilité. C'est quand c'est fini. Quand c'est fini, c'est là qu'on annonce. Exactement. On n'annonce pas des trucs, voilà, machin. Non. Mais vous m'aviez lancé quelques petits prix, me dites, genre, oui, je savais que je faisais. Je savais que je le faisais. Mais avant d'y venir faire quelque chose de public en disant je vais sortir, c'est pas trop mon truc parce que je ne sais pas quand ça va sortir. La période du confinement, ça vous a aidé à mieux écrire parce qu'il y a moins de sorties, vous êtes bloqué à la maison, ou bien le livre était presque fini? Le livre était pratiquement imprimé, était à l'imprimerie. D'accord, il n'y a pas eu... En fait, il devait sortir en avril. Donc moi, juste avant le confinement, en fait, la veille du confinement, je suis à l'imprimerie pour vérifier que tout est prêt, et je suis supposé avoir les livres dans une semaine. Et là, le confinement arrive et tout est... Vous n'avez pas eu l'intention de dire on ajoute 2 pages, je mets un petit coup de Covid dedans, je mets quelque chose qui touche à l'actualité, une pandémie que vous ne nommez pas, peut-être une maladie des cabris. Maladie des cabris, là c'est peut-être pour le prochain. Non, pas vraiment. Le Covid, vous savez, moi ça a été assez pénible, personnellement, cette période-là pour moi. Je sais pas, j'ai beaucoup de sensibilité sur ce qui se passe. Et l'idée que autant de personnes allaient perdre leur travail, pour moi, a été quelque chose de très très difficile à vivre, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est pas fini. Justement, est-ce que ce livre est pédagogique? Non, je ne crois pas. Parce que moi bon. si je suis français, je vais apprendre à parler le créole. Dans ce cas, donc oui, le livre a un côté pédagogique. Il a peut-être un côté pédagogique par rapport au créole et au français qu'on trouve, mais allons dire que je ne pense pas que quelqu'un va apprendre le sens de la vie. C'est un aspect pédagogique. Voilà. L'idée d'avoir mis le français et le créole dans les dialogues, je crois que ça n'a pas été fait avant, donne la possibilité aux personnes justement de pouvoir comprendre une langue et l'autre. Donc peut-être que quelqu'un trouverait quelque chose d'intéressant dedans, mais je trouve que pour l'instant j'avais bien peur de ça parce que
on n'a jamais fait un livre avec des dialogues en 2 langues simultanément. Comme si En sous-titré. En sous-titré, voilà. Mais pour l'instant, je n'ai eu aucun retour qui a été négatif à ce niveau-là, en me disant que c'est incompréhensible ou on aurait dû avoir choisi une langue ou l'autre. Mais je trouve que le créole vaut très bien le français et que c'était important pour moi de faire des dialogues dans les 2 langues. À la page 94, vous dites mouton, cabri, mêmes affaires, non. Version française, mouton, cabri, c'est du pareil au même nom. Donc on regarde, le français peut comprendre au moins ce qu'il entend, peut-être pas le lire, mais... Voilà. Allons dire, vous savez, il y a des mots créoles, chombo. Oui, voilà. C'est intraduisible, donc vous allez trouver un équivalent français. Donc il y a des choses comme ça que, naturellement, j'ai essayé de chercher la phrase la plus proche en français mais le charme, quand à un moment donné dans le livre, il est au champ de Mars et il va me prendre un râpé sous C. Voilà. J'ai beaucoup essayé de traduire ça en français, mais ça ne marche pas. Tout le monde, à Maurice, tout le monde connaîtra un râpé sous C, mais pas le français. Pas le français. Pas celui qui est, voilà, j'ai donné une explication au bas pour ceux qui ne comprennent pas, mais allons dire, il y a des choses comme ça que le créole est fabuleux. Il y a aussi le mot parler. Oui. Qui a beaucoup de significations. À nous parler, à la parler, nous voilà. parler. Il y a beaucoup de mots qui sont propres au créole. Mais ça a été facile d'écrire en créole parce que je pense que vous avez eu l'aide de notre ami Robert Furlon. Robert Furlon m'a donné un coup de main. Ça n'a pas été facile d'écrire en créole, c'est-à-dire le créole actuel, avec la graphie, l'harmonie. Je n'étais pas habitué à ça du tout, ce qui veut dire que moi j'ai toujours écrit le créole comme je voulais, avec des accents, sans accent, enfin, c'est-à-dire aujourd'hui que nous avons quelque chose d'établi, j'ai voulu me lancer dedans. Il y a certainement encore des petites fautes qui doivent traîner à droite, à gauche, je ne sais pas. Mais pour moi, ça n'a pas été naturel d'écrire comme ça. Aujourd'hui, allons dire que je commence à comprendre un peu plus la grammaire, mais ça va demander naturellement, ça m'a demandé un effort. Parce que je reviens à Gupta. Quand vous êtes Gupta, pas logué, ça fait loge. Oui. Littéralement, ça fait loge. C'est après que j'ai dit, il n'est pas logué. Voilà. Il y a Gérard Rani qui m'a donné un coup de main aussi. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, en créole, tous les E sont E. Donc, il n'y aura pas le son E n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit un E, c'est en fait un E accent aigu. Comme pour le latin, mea culpa, c'est écrit un mais c'est dit mea. Donc c'est le même principe. Et une fois qu'on a ça en tête, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de lire et remplacer tous les E en sachant que E est égal E à chaque fois. Donc c'est mathématique là. E est égal E, c'est un Einstein. Voilà. Pascal, expliquez-moi quelque chose. Lucien Jeunesse. Ça, j'ai vu ce bout-là, j'ai eu l'air de rire parce qu'on connaît Lucien Jeunesse, animateur de radio, que tout le monde écoutait. Bon, quand Maurice était sur la bande AM, tout le monde écoutait les Jeux des 1000 francs. Oui, les Jeux des 1000 francs. C'est quoi le père qui dit, appelle-moi Lucien Jeunesse? Alors, ça, je ne vais pas trop en parler parce que je laisse la surprise au père. Non, comment est venue l'idée de mettre un personnage qui fait partie de votre enfance radiophonique? Oui, c'est simplement j'ai trouvé ce lien entre Lucien et Lucien assez sympathique, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. On va venir à l'actualité. Vous avez dit quelques minutes de cela que vous étiez touché par le coronavirus, le pays qui a été en lockdown, nous avons eu des morts. Heureusement, il semble qu'on arrive à sortir, mais on a eu un autre tracas encore. Ouais. C'est le Wakasso. Vous me disiez que vous étiez très tracassé, vous êtes troublé. Je suis troublé, c'est quelque chose, moi, comme vous savez, j'aime tout ce qui est nature et peinture et tout ce qui est beau. Je suis troublé, je suis agacé, je suis énervé.
Et ça fait mal, pas seulement de voir la mer remplie de pétrole, mais comme je vous dis, je reviens à tout le monde qui habite sur cette côte et qui ne pourra plus pêcher, ne pourra plus vivre de la mer de la même façon. Moi, je suis catastrophé. C'est quelque chose qui, à mon avis, aurait pu être évité, qui ne l'a pas été. Et aujourd'hui, on a le résultat de tout ça. Et malgré tous les efforts que la population est en train de faire, qui est absolument magnifique, mais on a encore des années. Il ne faut pas croire qu'en 2 semaines, nous aurons nettoyé le tout. C'est des années. On a vu ça en France avec la Mococadix, etc. Ça ne se fait pas en 3 semaines et on a nettoyé. Cet effort aura besoin de perdurer dans le temps pendant encore longtemps. Comment vous voyez un peu l'élan national, peut-être on peut parler de l'ONG Ecosud, les fabrications des baumes, des dons, tout le monde est presque la boule à zéro, avec 15 cm de cheveux en moins, rien que pour sauver son pays. Écoutez, c'est extraordinaire. J'ai jamais à aucun moment douté que le mauricianisme était fort ici. On a tendance à oublier, se dire non, il n'y a aucune cohésion nationale, mais elle est là, elle est forte. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit que tout le monde est de toutes les cultures, de toutes les classes sociales, tout le monde vient ensemble. Et Ecosud, on pourra dire, avec d'autres ONG, naturellement, on pourra dire qu'ils auront fait un travail incroyable et sauvé, en tout cas, une grosse partie de cette côte, malgré le fait qu'il y ait du pétrole qui soit arrivé sur la côte. Mais si cet élan national de générosité n'avait pas eu lieu, je crois qu'on n'aurait pas été là. Hier, on était avec ma femme et mon fils à Maïbourg et on regardait tout ce qui avait été fabriqué, tout ce qui est. C'est magique. C'est magique. Mais au fond, il y a la mer qui est noire, il y a l'odeur qui est là. Qui est là. Et ça va demander du temps. Ça va demander aussi, il ne faut pas qu'on fasse les maris. On a besoin d'expertise étrangère. On a besoin de se dire que par moment, je crois que c'est ça une grande leçon. On a besoin de personnes qui ont déjà vécu ça, que ce soit dans le golfe du Mexique où il y avait eu un autre naufrage. Voilà. Non, c'était une pompage d'huile qui avait lâché des millions et des millions de tonnes de pétrole. Donc c'est des personnes qui ont de l'expérience. Il faut que ces personnes-là viennent ici. Et je pense que ça, c'est une chose importante pour qu'on puisse réagir et appeler les gens. Quelle leçon on doit apprendre de tout ça, Pascal Lagesse? On est fragile. Moi, la leçon la plus grosse, c'est que rien ne doit être pris pour acquis. Je crois que c'est ça la chose la plus importante. Au moment où on s'assied, on se dit, on est arrivé maintenant au best qu'on peut être. L'île est arrivée supposément aussi développée que Singapour, on a un métro, mais il suffit de quelque chose de... Regardez le Covid, c'est microscopique, mais ça a arrêté un pays. Et aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé là, et je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais on a de la chance que ce soit du pétrole et pas du nuclear waste ou des produits chimiques. Je veux dire, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive dans un bateau. Là, pour l'instant, c'est du pétrole, c'est dramatique, mais imaginez-vous que c'était un bateau rempli de produits nucléaires qu'on allait jeter je ne sais où, ou soit des produits chimiques hautement toxiques. Donc, aujourd'hui, nous sommes un petit pays. On doit se rendre compte que tout peut changer rapidement à n'importe quel moment et qu'on n'a pas d'acquis. On n'a pas. Que ce soit dans les industries ou quoi que ce soit. Le Wakaso, ce serait quelque chose que John Berwick aimerait, ou un autre personnage autour de ce naufrage-là qui pourrait sortir dans quelques ans, ou bien on va rester un peu dans l'humour, on va rester bien dans l'humour.
mon sens de l'humour se dégonfle complètement quand il s'agit du Covid et du bateau, je dois dire. Là, il n'y a plus envie de rire du tout. C'est pas rigolo du tout. Non, non. Même avec tous les efforts que je peux trouver, non, il n'y a pas de... C'est pas rigolo. Pascal Lagesse, merci beaucoup. Merci. Bon succès à vos 2 livres. Merci beaucoup. Beaucoup. Et bon vent à John Berwick ou Jean Berwick. Merci.